Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est venu vous parler du cheminement que notre équipe de développement a fait à travers la croissance de Chronos Technologies. Allez-y, il n'y a pas trop. Donc, vous avez peut-être déjà vécu une des situations suivantes. Un jour, on réalise que l'équipe prend plus de temps pour livrer. Sinon, on se rend compte que on fait face à une dette technique croissante et notre équipe se démotive, ou on fait face à d'autres projets plus intéressants, des grands projets qui font surface et qui doivent mettre une bonne pression sur l'équipe. C'est certain que dans le développement logiciel, la croissance entraîne des forts changements et des turbulences pour l'équipe de développement. Et selon nous, protéger cette équipe de développement-là devrait être votre principale préoccupation, car c'est elle qui produit la valeur. Comment est-ce qu'on fait pour soutenir le RIP? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, nos objectifs, premièrement, on veut faire part de notre expérience. C'est un changement qui a été amené par les développeurs. On a dû se réorganiser. On veut vous montrer les réflexions qu'on a eues et les actions qu'on a prises donc, pour vous inspirer. Deuxièmement, on veut vous présenter une avenue alternative pour gérer vos entreprises, pour gérer vos équipes de développement TI, et on aimerait vous inspirer à faire vos propres expérimentations. Premièrement, tout d'abord, qui sommes-nous? Je me présente, je m'appelle Guillaume Lorquet. J'arrive du domaine de l'aviation, donc j'ai terminé ma formation en 2010, donc aucun lien avec l'informatique, mais j'avais toujours eu une bonne passion pour le domaine des TI, donc j'ai décidé de faire le virage au baccalauréat en informatique à l'Université Laval, où j'ai complété ma formation en 2015. Je travaille actuellement chez Chronos Technologies depuis 2 ans et j'agis à titre de leader technologique. Bonjour, moi c'est Guillaume Rochat. Un peu sur moi, dans le fond, j'ai 5 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo pour un QA d'Activision. Puis durant ces 5 années, dans le fond, j'ai fait ma formation à l'Université Laval en informatique. Au bout de quoi, dans le fond, je me suis ramassé à devenir développeur pour Chronos Technologies, où je suis depuis bientôt 4 ans, dans le fond. Dans le fond, on va commencer par vous présenter un peu une mise en situation sommaire de qu'est-ce qu'on entend par équipe en évolution, dans le fond. Fait que, grosso modo, quand ça commence, ça va toujours bien, dans le fond. On n'a pas beaucoup de gens dans l'équipe. Tout le monde dans l'équipe connaît l'ensemble des choses à savoir. Il y a une bonne cohésion de groupe. Donc, la vélocité est là, ça avance bien pour les choses. Comme la vélocité est là, mais il n'y a pas beaucoup de micromanagement, il n'y a pas beaucoup de stress. Il y a quand même un petit peu de délai et un petit peu de support sur les demandes parce que ça fonctionne bien, sauf que ça reste raisonnable. Le temps passe, puis les délais, ils augmentent, le support aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va engager du nouveau monde. Quand on engage du nouveau monde, bien, les seniors se retrouvent à former ces nouveaux-là. Sauf que là, leur pression augmente parce qu'il faut qu'ils continuent à être capables de livrer autant. Les nouveaux, eux, ils n'ont pas encore atteint un niveau de vélocité. Quand les seniors forment les nouveaux, bien, souvent, ils vont peut-être omettre de distribuer certaines parties de la connaissance. Fait qu'ils vont peut-être faire les coins ronds à des places. Puis là, graduellement, dans le fond, la connaissance est moins bien répartie. Puis qui dit connaissance moins bien répartie, dit augmentation de la dette technique. Donc, on parle aussi d'augmentation des problèmes, du support, plus grosse augmentation des délais. Éventuellement, ben, on continue d'engager, on essaie de trouver des manières pour, dans le fond, conserver une vélocité, être capable de garder les délais le plus court possible, d'être capable de livrer. Là, on se ramasse, dans le fond, un peu dans le brouillard. Il y a beaucoup de stress. La connaissance est moins bien distribuée parce que là, ce n'est pas les seniors qui ont formé les nouveaux. Ça va avoir été les juniors qui les auront formés, qui auront déjà une vision partielle. Donc, il y a une grosse dilution de la connaissance. Puis ça devient beaucoup plus difficile à gérer. Quand on se ramasse dans une situation comme ça, dans le fond, nous, on pense que c'est le temps de prendre un temps d'arrêt. Puis de se rendre compte, dans le fond, que certaines des solutions qu'on a prises au début pouvaient être les bonnes, mais éventuellement sont devenues des solutions band-aid qui faisaient plus corriger le symptôme que le problème. Donc le problème persiste, puis à ce moment-là, ben, on se retrouve à encore avoir la vélocité qui diminue, donc on reste en problématique. En gros, il faut se rendre compte un peu qu'on est un poisson dans un chaudron d'eau qui est en train de chauffer. La direction, dans le fond, n'importe qui en position, dans le fond, d'autorité dans une entreprise va finalement faire des constatations, de se rendre compte, justement, comme on disait, qu'il y a une perte de vélocité, une perte de confiance, une augmentation de la dette technique. Puis les réactions qui étaient d'habitude, les actions qu'ils ont prises, souvent, c'était justement des phases d'embauche ou une révision de l'organigramme. Nous, dans notre contexte, ce qui s'est passé, c'est un peu différent. On a eu ce qu'on a appelé le comité évolution, puis c'est ça sur quoi on va vous parler plus en détail.
Donc, l'idée de former un comité, c'est venu de notre CTO. Son objectif, c'était de regrouper dans une salle des développeurs avec des profils différents. Ce qu'il voulait voir, c'est que chacun puisse apporter sa vision, possiblement changer les choses. Puis, un seul mandat avait été donné à ce comité-là. Le mandat, c'était de revoir notre technologie, finalement. Notre application mère avait maintenant plusieurs années. Et les choix technologiques qui avaient été faits dans le passé pouvaient potentiellement être considérés. Donc, c'était de voir est-ce que l'équipe peut proposer des changements à ce niveau-là. Gravitant autour de ça, on avait des sous-objectifs. Le premier sous-objectif était d'établir des nouveaux standards. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'était de revoir les critères de qualité et d'établir des standards pour l'équipe de développement. De simplement produire des recommandations, donc de ne pas tomber en phase d'implémentation, mais simplement produire une vision et un constat, finalement. De ne pas garder nos œillères, donc d'aller considérer l'expertise à l'externe aux besoins, donc d'aller chercher les petits éléments clés qui peuvent nous amener plus loin sans rester avec notre pratique courante dans l'entreprise. En lien avec ça, on devait étudier l'industrie, donc revoir l'état de l'art, de savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs, soit dans les grandes entreprises ou ailleurs dans le monde, pour voir comment est-ce qu'on peut s'en inspirer. Puis tout ça, finalement, c'était pour améliorer la vélocité puis le plaisir à travailler dans nos applications. Donc, on s'est regroupés, on a fait comme ils nous l'ont demandé, on a recommencé à discuter au niveau de la technologie et on s'est assis ensemble, on a commencé à produire des recommandations. Donc, on a commencé à rétablir une nouvelle vision du développement. On s'est dit, OK, maintenant, ce qu'on pourrait faire, si on avait à faire les choses différemment, on les ferait comme ça. On a produit des recommandations, mais rapidement, on a réalisé qu'il y avait des bloquants au niveau de l'équipe de réalisation qui nous empêchaient de mettre en place cette vision. Donc, on s'est dit, OK, on va prendre un pas de recul, on va regarder c'est quoi les fondations manquantes finalement dans l'équipe de réalisation, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour finalement atteindre cet objectif-là. Quel pas en avant on peut faire. Donc, on a commencé à reconsidérer nos pratiques et nos outils. Premier constat qu'on a fait, c'est l'équipe. L'équipe était rendue beaucoup trop grosse. Et une grosse équipe comme ça, qu'est-ce que ça faisait? Perte de connaissances au niveau de l'équipe, on en a parlé au début finalement. Perte de connaissances au niveau de l'équipe, très difficile de savoir à qui on doit s'adresser pour être capable finalement d'obtenir une information clé sur une portion de l'application. Donc, la connaissance est très difficilement accessible. Deuxièmement, les bons joueurs sont démotivés. Pourquoi? Parce que les mauvais joueurs sont difficiles d'être reconnus. Donc, c'est très difficile pour nous de savoir comment reconnaître les bons coups et les mauvais coups. Donc, au niveau de l'équipe, c'est ça. Ensuite de ça, la dette technique. Chez Chronos, on travaille en mode produit. Donc, c'est super important pour nous, la dette technique. On est très, très, très sensible à ça. Pourquoi? Parce qu'on maintient nos applications sur des années, non des mois. Normalement, en mode service, on peut avoir à maintenir sur quelques mois. Nous, c'est sur plusieurs années. C'est une très petite dette technique à long terme. Ça peut vraiment faire des dommages. Donc, on est super sensible à ça. Et c'est le principe, finalement, des intérêts composés là, avec les années. C'est vraiment important. On a réalisé donc que certaines évolutions avaient pris place dans le code applicatif, mais le code était tellement volumineux, en fait, en lien avec l'équipe, qu'on a réalisé que c'était très difficile de mener à terme des changements qui étaient durables. Finalement, ça faisait juste augmenter la dette technique dans l'application. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, dans le fond, c'est que la qualité d'application, c'est un miroir directement de comment l'équipe fonctionne, comment l'entreprise fonctionne au niveau de cette équipe-là. Donc, si on a une grosse équipe, on va avoir une grosse application. Puis, dans le fond, s'il y a une mauvaise communication dans le développement de l'application, ça va se refléter directement. Et des fois, dans le fond, on va entendre des affaires genre, dans le fond, c'est not my code, not my problem. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas mon problème. Mais tu sais, ce qu'on entend pour vrai, c'est pas un problème dans le code, c'est un problème dans l'équipe qui se responsabilise pas assez. Maintenant, on va entendre, dans le fond, en autre que je me souviens plus. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut entendre qui, au final, ça démontre vraiment que le problème, c'est l'équipe. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est plutôt entendre l'équipe qui va dire des choses comme « tu le construis, tu l'exécutes ». Donc, ça, c'est une philosophie DevOps qui montre carrément que l'équipe est une équipe responsable. La qualité applicative dépend tellement d'une équipe, dans le fond, que la pratique et les outils sont vraiment secondaires. C'est vraiment juste pour les aider, dans le fond, dans leur travail. Puis c'est même, dans le fond, l'équipe est tellement importante qu'il y a même des entreprises qui sont mises à faire du recrutement d'équipe plutôt que du recrutement d'employés. Donc, aller trouver une équipe qui est déjà capable de bien fonctionner ensemble pour être capable, dans le fond, d'avoir des gens capables de fonctionner pour produire un produit rapidement.
Ensuite, en regardant tout ça, on s'est aussi rendu compte que la vélocité, c'est quand même très difficile, dans le fond, à déterminer c'est quoi les facteurs qui jouent dedans. Dans le fond, quand on parle autant de la dette technique que des problèmes de gestion, que des connaissances trop floues, des requis trop flous, se retrouvent à impacter énormément cette vélocité-là. Mais au final, on s'est aussi rendu compte qu'il y a moyen, beaucoup des changements qu'on a pu apporter vont impacter beaucoup de ces facteurs-là en même temps. Donc, c'est ça. Le prochain constat qu'on a fait concerne la vision. On a réalisé que la vision au niveau stratégique de l'entreprise descendait plus du tout au niveau du développeur. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est souvent le développeur, dans son quotidien, doit faire face à des prises de décision. Et s'il est mal informé de la vision stratégique de l'entreprise, il risque de prendre des décisions qui peuvent nuire au potentiel de réalisation de la vision stratégique. Donc, pour nous, une bonne vision, c'est quoi? Ça se découle en 3 niveaux. On a le niveau stratégique, qui est la vision des grands dirigeants de l'entreprise, c'est la vision qui est long terme. On a le niveau tactique, qui est toutes les étapes, les niveaux de gestion que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Donc, c'est une vision qui est orientée plus moyen terme, un petit peu plus dans le concret. Et finalement, on a le niveau opérationnel. C'est là où notre équipe de développement se situe. C'est la place où on doit avoir une vision qui est beaucoup plus concrète. C'est super important d'avoir la même vision, mais qui est traduite à chaque niveau. Donc, ça, c'est un élément, un constat qu'on a fait, un manquement de vision traduite, finalement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, ça fonctionne moins bien qu'avant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait étudier qu'est-ce qui a déjà bien fonctionné, qu'est-ce qui a mieux fonctionné dans le passé. On a remonté jusqu'au tout début. On a remonté jusqu'à l'équipe qu'on pourrait dire l'équipe start-up. Donc, pour nous, l'équipe dans les débuts de Chronos. Puis on a commencé à l'étudier, cette équipe-là, pour voir qu'est-ce qui faisait que c'était une bonne équipe qu'on pourrait dire optimale, finalement. Donc, on a réalisé que l'équipe était responsable. Pourquoi? Parce qu'elle était imputable de leur changement. Donc, l'équipe devait mettre en place du développement, mais devait aussi le supporter, donc était responsable de l'impact de son développement. Ensuite de ça, l'équipe était libre de prendre des décisions en lien avec sa responsabilité. Ensuite de ça, on parlait de la vision juste précédemment. On a réalisé que cette équipe-là, en mode start-up, était visionnaire. Qu'est-ce qu'on entend par là? L'équipe, sans s'en rendre compte, participait à des rencontres de niveau parfois stratégique, tactique, opérationnel. Comme tout le monde porte plusieurs chapeaux en mode start-up, on avait facilement accès à la vision d'entreprise. Une équipe dans ce modèle-là a une bonne communication de par sa nature parce qu'elle est en mode de gros changement. On n'a pas le choix de se garder les coudes proches et de travailler fort ensemble. Donc, la communication était établie. Ensuite de ça, le sentiment d'accomplissement était élevé parce que les gens devaient énormément travailler ensemble pour accomplir beaucoup avec peu. On pourrait dire aussi que l'équipe était efficace. Et finalement, l'équipe était en confiance, pas le choix pour fonctionner, donc devait être en mode performance et devait faire confiance sur les forces de chacun. Donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait retourner en mode start-up, mais à grande échelle, parce que Chronos, c'est plus un start-up depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait s'inspirer de ça, puis aller chercher toutes les qualités d'une équipe en mode start-up, mais essayer de reproduire ce modèle-là à grande échelle. Donc, pourquoi on voulait faire ça? On voulait redonner de l'ownership à nos équipes, on voulait redonner un sentiment d'appartenance, on voulait rétablir la connaissance dans nos petites équipes, donc avoir des équipes qui sont un petit peu plus en maîtrise de leur sujet et rétablir aussi le niveau d'accomplissement. Dans le fond, une fois qu'on savait où on voulait se diriger, retourner vers l'équipe start-up, l'équipe s'est ramassée à se fixer des objectifs sur qu'est-ce qu'il pourrait faire pour changer les choses. Dans le fond, dans les objectifs, dans le fond, l'équipe voulait améliorer sa vélocité. Il y avait aussi un désir de l'équipe de développement d'améliorer ça. Puis, dans le fond, il était prêt à revoir les processus, puis augmenter la qualité, réduire la dette technique, puis améliorer la communication. Puis, dans le fond, pour être capable d'atteindre tous ces objectifs-là, il fallait vraiment que l'équipe soit mobilisée, puis qu'il contribue énormément à aller de l'avant avec tout ça. Fait que, bon, on a passé cette action. Donc, une fois qu'on a défini nos objectifs, on s'est dit, OK, il faut mettre en place des actions concrètes qui pourraient faire qu'on peut faire des petits pas vers l'avant pour atteindre finalement cet objectif-là. Tout ça en gardant en tête qu'on voulait ramener notre vision du développement. Donc, on voulait trouver des actions concrètes qu'on pouvait faire tranquillement pour restructurer notre développement pour être capable de justement mettre en place une nouvelle vision. Donc, la première action qu'on a posée, justement, c'est de rétablir cette vision-là, dans le fond, d'aller demander aux gestionnaires c'était quoi exactement, de façon plus claire, leur vision d'entreprise,
mais également, dans le fond, de retourner voir comment les autres entreprises fonctionnent, qu'est-ce qui se fait dans l'industrie. Puis, dans le fond, la première chose qu'on a fait, c'est on s'est inspiré du Spine Model, qui se veut, dans le fond, comme étant un modèle en 5 étapes, où on répond à chacune des questions étape par étape pour définir exactement, de manière concrète, où est-ce qu'on se situe. Puis la première chose à répondre toujours, c'est les besoins. Les besoins du point de vue d'un participant dans le système, dans le fond, que ce soit un gestionnaire, que ce soit les employés ou que ce soit même de la clientèle. Puis on trouve toujours, dans le fond, le système existe pour répondre à quel besoin. Après ça, à partir des besoins, on est capable de déterminer c'est quoi les valeurs qu'il y a derrière ça. On optimise le système en conséquence de ces valeurs. Après les valeurs, on est capable de déterminer c'est quoi des principes qui vont nous permettre de maintenir ou de changer le système en respectant encore ces valeurs-là. Et des principes vont découler ensuite des pratiques qui, elles, vont dicter plus précisément comment on va augmenter la valeur. Puis finalement, on arrive à la fin aux outils qu'on utilise pour faire cette production de valeur de manière plus efficace. Reviens en arrière. Je n'ai pas fini. Il faut que tu les refasses. Mais dans le fond, ce qui est important vraiment avec le Spine Model, c'est de se rendre compte que les besoins et les valeurs sont vraiment plus importants que les outils et les pratiques. Puis que les outils, c'est vraiment juste un moyen, ce n'est pas une fin. Pour donner un exemple, mettons qu'on a une entreprise de vidéo sur demande. Mais le besoin, ce serait d'avoir de la vidéo sur demande. Tout le temps disponible, pour pouvoir avoir du divertissement quand on veut. Dans le fond, la valeur derrière tout ça, ce serait d'être disponible puis rapide. Le principe derrière tout ça, ce serait de distribuer, dans le fond, les centres de l'application de manière géographique. Comme ça, on répond à la valeur d'être rapide et d'être disponible parce qu'il y en a un peu partout. Ensuite, la pratique, ce serait d'utiliser des microservices pour être capable de faire l'application. Puis finalement, l'outil, ce serait, mettons, Kubernetes. Mais au final, l'outil, c'est vraiment juste un moyen, ce n'est pas ça qu'on a utilisé. Puis l'outil va être aussi là pour guider le reste des décisions d'entreprise. C'est ça. Une fois qu'on a déterminé ça, dans le fond, où est-ce qu'on voulait aller, on a regardé qu'est-ce qu'on veut avoir, dans le fond, le sommet de la pyramide, et on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir ça tout de suite. Puis dans le fond, après, on se rendait compte, c'est à cause de ce problème-là. Pourquoi est-ce que ce problème-là existe? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le résoudre? C'est à cause de cet autre problème-là. On est retourné comme ça, graduellement, jusqu'à ce qu'on puisse tracer une ligne entre où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut aller. Puis ça nous donnait un plan sur qu'est-ce qu'on avait à faire pour changer l'entreprise. On se l'est posé pour tout ce qu'on a pu mettre dans notre Spine Model. Donc, maintenant qu'on a défini une vision, ça nous prend une équipe pour la réaliser. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu retravailler. L'objectif, c'était de refragmenter en équipe autonome, finalement. La première chose qu'on a dû faire, dans le fond, c'est consulter l'équipe. Puis, dans le fond, on aurait pu consulter l'équipe avec un sondage ou, les mettre dans une salle, puis allez, on discute tout le monde. Mais un sondage, souvent, il manque un peu de feedback. Puis, tout le monde dans une salle, c'est souvent juste les voix les plus fortes qui vont parler. Donc, à la place, nous, on a décidé de faire du one-on-one. Dans le fond, 1 à 1, on se rencontre. Puis, dans le fond, on voulait faire ça de façon anonyme. Fait qu'on ne voulait pas que les gestionnaires sachent qui a dit quoi. Fait que pour ça, ça prenait une bonne oreille, donc quelqu'un de confiance qui faisait partie de l'équipe, mais qui serait capable, dans le fond, de nous donner l'information nécessaire pour qu'on puisse faire les changements. Puis, dans le fond, on voulait ça autour d'un café pour être le plus informel possible. Comme ça, dans le fond, la plupart du temps, on parle mieux, on communique plus dans ces situations-là. Puis, ce qu'on est allé leur demander, dans le fond, c'est quoi les besoins qu'ils avaient pour être capables de mieux accomplir leur travail, mais c'est quoi aussi les irritants qu'il y avait dans leur day-to-day qui les empêchaient de bien le faire. Et finalement, c'était quoi les idées qu'ils avaient pour essayer de changer ça pour que ce soit mieux pour eux. Donc, ensuite, ce qu'on a dit, c'est on va prendre notre grosse équipe et on va la fragmenter en petites équipes. Donc, on va rendre le tout à l'échelle humaine. Souvent, on entend parler dans l'agilité d'un maximum de 7 personnes. Nous, on vise environ 5 par expérience maintenant parce qu'on a réalisé que ça minimisait les besoins en gestion. L'objectif, c'était d'avoir des équipes autogérées, d'être capable de répartir la connaissance. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire au final? C'était de répartir l'application, donc de segmenter l'application au niveau logique pour avoir des experts dans chacune des équipes. On est allé chercher toutes les compétences complémentaires des gens pour avoir des équipes qui pouvaient potentiellement travailler en mode performance. On va voir plus loin qu'est-ce qu'on entend par là. Donc, tout ça, c'était pour autorégulariser nos équipes et répartir la connaissance finalement.
Maintenant qu'on a des équipes, on s'est dit, OK, on va reclarifier les rôles. Bon, on entend souvent parler de différents noms pour les rôles dans l'agilité. Nous, on a cru bon de redéfinir les rôles, mais de les adapter avec notre réalité finalement, de ne pas juste prendre des rôles tels quels. On a redéfini des rôles précis. Donc, premièrement, on a le chef d'équipe, le team leader, vous pouvez l'appeler Scrum Master, tout dépendant du modèle que vous utilisez. Pour nous, c'est la même chose. C'est notre point d'entrée pour l'équipe. C'est lui qui travaille pour son équipe, qui s'assure que l'équipe reste concentrée, productive. C'est lui qui va planifier les rencontres, qui va planifier les prochains sprints, mais c'est aussi lui qui va agir de point d'entrée. Donc, les gens, si on a des questions à poser à l'équipe, ne vont pas déranger un des membres de l'équipe, vont travailler avec cette personne-là. Ça nous assure que les gens qui sont au niveau du développement ne seront pas dérangés par des questions à gauche et à droite. Ensuite de ça, on a bien entendu reclarifier le rôle du propriétaire de produit. C'est le rôle standard. Par contre, nous, ce qu'on ajoute, c'est le niveau assurance du contrôle qualité. Donc, notre objectif, c'est qu'à terme, cette personne-là va donner le go, no-go pour les livraisons de qualité. Donc, c'est lui qui va dire, je livre ça à mon client ou je ne le livre pas finalement. Et qui va s'assurer que la valeur est produite maximale. Autre rôle qu'on oublie souvent, c'est le membre d'équipe. Finalement, on dit tout le temps, il y a le team leader, il y a le product owner, il y a tous les rôles, mais on oublie les membres de l'équipe. C'est super important de clarifier leur rôle pour savoir finalement, pour que ces personnes-là aient aussi un rôle à jouer et qu'ils savent exactement quoi faire dans leur quotidien. Nous, entre autres, ce qu'on voulait ajouter, c'est l'analyse au niveau des équipes. On voulait que les développeurs fassent plus d'analyse, donc on voulait mettre ça dans leur responsabilité. Le dernier rôle qu'on a ajouté, c'est le leader technologique. Chez Kronos, on met d'avant l'innovation au maximum. Donc, pour nous, oui, une vision de produit, c'est super important. C'est pour répondre à un besoin de notre client, mais à l'interne, ce qu'on veut, c'est une vision technologique. On veut définir une roadmap technologique, puis on veut un gardien de ça. Donc, on a nommé le leader technologique pour ça. Et c'est pour en même temps chapeauter la R&D puis s'assurer que l'équipe, au niveau des processus, ça reste productif. Donc, on a défini une équipe, on a défini des rôles. Maintenant, il faut donner une vision à cette équipe-là. Il faut lui donner un alignement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est lui donner des objectifs. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est on a déterminé 5 critères super importants pour définir des objectifs trimestriels d'une équipe. Premièrement, il faut que ce soit du bon niveau. On parlait des 3 niveaux de vision. On veut maintenant que les objectifs soient du niveau tactique ou opérationnel. On veut ensuite que les objectifs soient des objectifs qui soient précis, donc qui peuvent être mis en pratique du jour 1, pas chercher à comprendre qu'est-ce que l'objectif veut dire. Ensuite de ça, on veut que l'ensemble des objectifs qui soient donnés pour le trimestre soient complets, donc qu'on soit capable de cibler plusieurs parties de la vision stratégique à haut niveau, pas seulement focuser sur une partie, sinon ça déséquilibre. On veut ensuite que chacun des objectifs soit mesurable. Ce qu'on veut faire, c'est pouvoir dire en tout temps, est-ce que l'objectif est en voie d'être atteint ou refusé ou rejeté ou en retard, peu importe. L'objectif, c'est d'être capable de quantifier facilement ça. On va voir pourquoi on fait ça plus loin. Et on veut que ce soit communicatif. On veut que chacun des objectifs puisse être compris par une autre équipe sans que l'objectif ait à être expliqué. Donc, il faut rajouter du contexte au besoin là, pour être capable de l'expliquer. Une chose importante à savoir, dans le fond, à propos des équipes, c'est d'avoir conscience des phases par lesquelles une équipe va passer. C'est vraiment dans les slides les plus importantes quant à moi, genre aujourd'hui. Une équipe commence toujours par une phase de création, dans le fond. Ça, c'est la lune de miel. L'équipe, dans le fond, est en train de se prouver. Chaque membre montre ce dont il est capable. Mais après ça, dans le fond, on tombe en phase de confrontation puis de négociation où là, la lune de miel est finie, les conflits commencent à ressortir, puis là, ça commence à moins bien aller dans l'équipe. Mais éventuellement, si l'équipe réussit à passer au-delà de ça, on tombe en phase de cohésion. Et là, la vélocité va recommencer à augmenter. Chaque membre de l'équipe va tirer profit des forces des autres membres de l'équipe, puis ils vont apprendre à bien fonctionner ensemble. Puis éventuellement, si l'équipe devient tellement bien soudée, on tombe en phase de performance, puis là, ça gaule vraiment beaucoup. Les choses à savoir, dans le fond, c'est que ce n'est pas toutes les équipes qui vont être capables de passer au-delà de la phase de confrontation, de négociation. C'est fort possible qu'ils restent coincés là et qu'ils n'en ressortent jamais. Puis à ce moment-là, il faut revoir ça. Également, dans le fond, pour la... J'ai des blancs en ce moment. Donne-moi donc. On parlait au début qu'on visait les objectifs, on voulait des équipes performantes. Ce qui est super important à comprendre, c'est que toute
tout changement qu'on fait à ces équipes-là peut redescendre finalement l'équipe à un niveau inférieur. Donc, c'est super important de savoir qu'avant de toucher à une équipe, c'est une cellule qui vise à être fermée. On rajoutait le team leader pour éviter qu'il soit justement dérangé. Rajouter des membres, retirer des membres, changer des mandats, tous les changements changent potentiellement. Ajouter un nouveau membre à une équipe change potentiellement la phase dans laquelle l'équipe est. Donc, si on veut rajouter de l'embauche, on va voir plus loin, et potentiellement, il faut être conscient de ça très à court terme. Il n'y aura pas de bénéfice. C'est super important. Ouais. Puis, dans le fond, je vous mettrais même au défi de prendre un certain recul sur les équipes dans lesquelles vous êtes ou les équipes qu'il y a autour de vous, puis d'essayer de déterminer lesquelles se situent où. Des fois, dans le fond, on peut peut-être remarquer des choses qu'on ne s'attendait pas, dans le fond. Qui dit équipe dit aussi embauche. Pour nous, l'embauche, c'est important d'être bidirectionnel. Ce qu'on entend par là, c'est qu'il faut que l'équipe soit capable d'aller dire on aurait besoin d'un nouveau membre dans l'équipe, aidez-nous, dans le fond, à trouver quelqu'un. Mais il faudrait aussi être capable d'aller voir une équipe et de leur dire est-ce que vous auriez besoin d'un nouveau membre? Sauf qu'il ne faut pas leur dire voilà un nouveau membre. Est-ce que vous en avez besoin? Parce que ce n'est pas parce qu'on a 9 femmes enceintes qu'on a un bébé en un mois. Donc, ce n'est pas parce qu'on rajoute plus de développeurs dans une équipe que l'équipe va être capable de livrer plus rapidement ce qu'elle a à livrer en ce moment. Donc, il faut vraiment consulter avec eux pour savoir si ça va combler un besoin. Une fois que ça c'est fait, dans le fond, il faut les impliquer tout du long de ça. Que ce soit, dans le fond, reviewer le côté technique des CV ou même donner la description technique du poste à combler. Eux, ils savent ce qu'il y a à combler dans l'équipe. C'est important de les impliquer pour qu'ils sachent aussi qu'est-ce qu'ils vont avoir, dans le fond, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il faut être patient aussi, parce que, comme on disait que tout changement dans l'équipe va avoir un impact sur la phase, on ne veut pas prendre le premier du bord qui a de l'air correct, puis finalement, il déphase l'équipe, puis l'équipe n'est pas capable de réavancer au-delà de ça. Puis même, c'est tellement important qu'il faut vraiment être certain de prendre le bon, parce que même si c'est le meilleur candidat technique qu'on a vu, s'il est incapable de s'entendre avec le reste de l'équipe va tomber en confrontation, puis elle va rester coincée là après. Finalement, une fois qu'on a engagé quelqu'un, c'est la responsabilité de l'équipe de l'intégrer, de lui apprendre tout ce qu'il y a besoin à savoir, que ce soit la vision d'entreprise, la connaissance sur tout le logiciel, c'est à l'équipe de le prendre en charge puis de l'intégrer. Puis, tout du long de cette prise en charge-là, dans le fond, il faut garder un œil ouvert pour déterminer si l'équipe est capable de regagner en phase, est capable de retourner à une bonne vélocité puis de vraiment l'intégrer pour vrai. Donc, tantôt, on parlait d'objectifs mesurables, mais est-ce que c'est la seule chose qu'on veut mesurer? Selon nous, on ne devrait pas. On devrait aborder une approche scientifique pour accompagner ce processus de transformation-là, puis avoir des mesures de progrès, finalement. Ça nous évite aussi de, parfois, y aller au feeling, puis se dire « Ah, je pense qu'on est en situation de crise. » Finalement, tu regardes les chiffres, tu ne dis pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi de faire en lien avec ça? On a décidé de mettre en place un tableau de bord. Donc, on voulait mesurer beaucoup de données, mais on voulait être très transparent au niveau de l'utilisation de ces données-là. On ne voulait pas commencer à récolter des données au niveau personnel, donc on est resté au niveau de l'équipe. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, on va faire un outil communicatif de ça. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de le mettre à l'endroit où les gens vont chercher le café le matin ou le thé l'après-midi. Et on a formé les gens pour comprendre les métriques. Le projet a fait de boule de neige et finalement, on pense éventuellement avoir l'ensemble des départements de l'entreprise, pas seulement au niveau de l'équipe de développement. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est calculé en temps réel et chaque personne est formée sur les métriques. Donc, chaque personne sait comment comprendre ces métriques-là et à chaque fois qu'on en ajoute, finalement, on les forme. Mesurer, c'est important, mais mesurer n'importe comment, c'est pas la bonne chose à faire. On dit tout le temps, on mesure, on optimise qu'est-ce qu'on mesure. Si vous présentez à une équipe une seule mesure, vous dites, vous m'optimisez ça, c'est certain que vous allez déséquilibrer votre équipe. Je vous donne un exemple. Si vous dites, vous minimisez tous les billets de soutien, je ne veux plus de billets de soutien, vous restez en bas de la barre des 20 billets de soutien, peu importe, votre équipe va focuser là-dessus, va potentiellement diminuer la valeur produite au niveau du client pour les prochains sprints. Donc, c'est super important d'avoir des indicateurs qui sont opposés pour avoir un portrait global de votre équipe. Donc, on a une vision, on a des équipes, on a des mesures. Le dernier petit point qui reste à faire, c'est de supporter vos nouvelles équipes, finalement, avec des outils, donc pour s'assurer que vos équipes focusent sur l'essentiel.
Première chose qu'on a revue, c'est on a revu le cycle de développement. Il a l'air gros comme ça, mais ça tient en une page, qu'est-ce qui est à faire normalement. Mais ce qui est important de retenir, c'est que souvent, on pense que l'équipe de développement est non optimisée pour des raisons X, mais il y a énormément de travail qui doit être fait, qui n'est pas du ressort de l'équipe de développement. Donc, nous, ce qu'on est venu mettre en lumière, ce qu'on voulait répondre avec le processus, c'est qui fait quoi et quand, finalement. Donc, on est capable de mettre en place l'étape de la vision au début. Ensuite de ça, l'étape qui doit être ici au niveau tactique, ça représente en fait les niveaux de vision, donc stratégique, tactique et opérationnel. Vous avez l'établissement du concept, les requis, la faisabilité et la planification. Quand on parlait précédemment que le membre d'équipe, on lui avait ajouté un rôle d'analyste, on vient le faire rentrer en phase de faisabilité. Donc, il y a son mot à dire quand on participe à l'établissement des requis. Ce que ça permet de faire, c'est de stabiliser finalement les requis. Puis les gens participent naturellement à une discussion qui est du niveau supérieur, donc du niveau tactique. Ça les permet d'être plus motivés au niveau du pré-projet finalement. Donc, finalement, on a gardé les standards de l'équipe de réalisation. Une autre chose qu'on a fait, puis dans le fond, ça c'est juste un exemple, on s'est inspiré du domaine de l'aviation où dans ce domaine-là, quand il y a un incident, à chaque fois, il y a des rapports qui sont produits afin d'éviter que le même problème arrive une deuxième fois. Nous, dans le fond, on avait certains problèmes, puis on a décidé d'essayer de les résoudre comme ça. Donc, des fois, il y avait, par exemple, l'équipe était tellement grosse, quelqu'un faisait un changement dans l'application, ça causait un problème ailleurs, c'était quelqu'un d'autre qui le corrigeait, la personne ne savait pas que c'était arrivé. Si à la place, on fait un rapport d'incident pour les incidents graves, avec ça, on distribue mieux la connaissance dans l'équipe parce que tout le monde est au courant du rapport. En même temps, ça permet de mieux apprendre de nos erreurs, puis ça permet, dans le fond, d'aider à trouver les vrais problèmes. Parce que quand on produit le rapport, plutôt que de juste corriger le petit problème, on va aller trouver pourquoi est-ce que le problème est arrivé, puis on se pose la question 5 fois. Pourquoi 5 fois? Puis finalement, ça nous permet aussi de mettre des recommandations pour éviter que ça se reproduise. Ce qui a retiré de ça, c'est pas fait un rapport d'incident de votre bord, mais c'est nous, on est allé s'inspirer dans un autre domaine qui avait quelque chose de, dans le fond, des problèmes à résoudre qui ressemblaient un peu à ce qu'on essayait de résoudre sur certains volets, puis on s'est inspiré de ça pour se munir d'un outil qui allait aider notre équipe de développement à résoudre ce problème-là. Fait que dans le fond, c'est ça. Essayez, dans le fond, de trouver il y a probablement d'autres industries qui ont des problèmes similaires, puis vous seriez capable de vous inspirer de ça pour être capable de corriger vos problèmes à l'interne aussi. Finalement, la dernière phase, c'est bien beau faire tous ces changements-là, mais il faut aussi, dans le fond, garder une bonne boucle de rétroaction pour s'assurer que les changements fonctionnent, puis que ça avance dans la bonne direction, puis que ça ne fait pas plus de problèmes qu'autre chose. La première boucle de rétroaction qu'on fait, dans le fond, c'est les équipes, on avait dit qu'ils se fixaient des objectifs, il faut retourner sur ces objectifs-là. Puis, comme on avait dit qu'ils étaient mesurables, on est capable de constater si oui ou non ils ont réussi les objectifs. Puis, vraiment, un vrai oui. Avec tout ça, dans le fond, si on applique l'approche scientifique, on peut faire un retour sur l'hypothèse pour être capable de déterminer, on s'attendait à arriver là, on est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint cet objectif-là. Même si on n'a pas réussi les objectifs, c'est vraiment important d'affirmer les réussites parce qu'il n'y a pas juste des échecs, il y a beaucoup de choses qui ont probablement bien été malgré tout, puis c'est vraiment important de les souligner. Mais malgré ça, il faut quand même reconnaître les erreurs, non pas pour faire du bashing, mais pour être capable de déterminer qu'est-ce qui s'est produit dans cette situation-là, puis pourquoi cette erreur-là est arrivée, pour essayer de corriger le vrai problème qu'il y a derrière tout ça. Puis finalement, quand les objectifs sont atteints, des récompenses, c'est con, ça motive, ça aide, c'est vraiment le fun de recevoir ça, puis ça aide à motiver pour le prochain objectif la prochaine fois. Donc, c'est super important pour faire un retour sur les objectifs, d'établir, nous, ce qu'on a dit, c'est une cadence des niveaux de rétrospective. Donc, c'est une fréquence qu'on peut prévoir dans le temps qui nous permet de faire une rétrospective sur des éléments qui sont pour nous vraiment importants. Donc, premièrement, on a au niveau stratégique la rétrospective sur la vision stratégique et la vision de produit qu'on prévoit faire au minimum 2 fois l'an. Donc, ça nous assure, c'est plus facile pour prévoir dans le calendrier. Si on descend au niveau tactique opérationnel, on a le retour sur les objectifs, donc la rétro des objectifs qu'on effectue 4 fois l'an et la rétrospective sur la roadmap technologique, qui est pour nous un deuxième point vraiment important qu'on effectue aussi 4 fois l'an. Et au final, on a conservé les éléments de l'agilité, donc les rétros de sprint et les stand-up qui sont à fréquence beaucoup plus élevée. Donc les 3 niveaux, c'est super important de les avoir en tout temps. Donc, le cheminement qu'on a fait,
si on veut résumer ça, on pourrait vous résumer ça dans une genre de méthode. L'idée, c'est de vous fournir un exemple logique par lequel on a procédé. Par la suite, c'est vraiment, on travaille au niveau humain, donc c'est certain que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez appliquer directement dans votre entreprise, mais c'est quelque chose que vous pouvez vous inspirer puis adapter les morceaux. C'est justement le processus qu'on a fait. Donc, premier point, ça concernait la vision et les objectifs. Donc, rétablir une bonne vision aux 3 niveaux. Alors, c'est de ça, rétablir des objectifs, donc des objectifs clairs au niveau technologique, mais au niveau humain aussi. Ensuite, il y avait les équipes, dans le fond, réorganiser un peu les équipes, revoir les rôles pour que chacun ait le bon chapeau et comprenne mieux, dans le fond, ses responsabilités. Mais il va aussi réapprendre à faire confiance à cette équipe-là et les responsabiliser beaucoup plus dans ce qu'ils font. Ensuite, il y avait les métriques. Mesurer tout ce qu'on fait, parce qu'un changement sans mesure pour savoir si le changement est fait, on ne sait pas si le changement est efficace ou pas, donc mesurer le plus possible de choses. Puis, dans le fond, ça permet d'appliquer un peu la méthode scientifique qui est beaucoup plus efficace que la règle du pouce. Ensuite de ça, supporter vos nouvelles équipes avec des outils, c'est super important, puis la formation au besoin. Pour justement que votre équipe puisse se concentrer sur l'essentiel. Si vous oubliez cette partie-là ou si vous la placez au début, vous n'obtiendrez pas pendant tous les mêmes résultats. L'idée, c'est de les supporter à la fin, mais il ne faut pas l'oublier. Et finalement, ça vous prend des bonnes boucles de rétroaction, ça vous prend des boucles à 3 niveaux, ça vous prend des rétroactions fréquentes. Pourquoi? Parce qu'on veut garder la vision fraîche dans leur tête, donc on veut s'assurer qu'on a des retours constants sur les objectifs. Si on résume qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui, puis qu'on veut résumer ça en 6 points vraiment importants, pour nous, là, le premier point, c'est viser l'entrepreneurship dans votre entreprise. L'idée, c'est de tester une entreprise plus créative par l'entrepreneurship. Les gens qui finissent l'université actuellement veulent s'en aller dans une start-up, mais moi, je vous dis que vous pouvez recréer ça à grande échelle, il n'y a aucun problème. C'est le meilleur moyen d'avoir une équipe qui est productive et créative. Deuxième point, faites confiance à votre équipe. Si vous manquez de confiance envers votre équipe, c'est le meilleur moyen de les démotiver. Si vous retombez au niveau du micromanagement pour retrouver confiance envers vous, c'est le meilleur moyen de les démotiver. Vous devez retrouver des moyens de leur donner confiance par des objectifs et de leur donner la liberté d'agir finalement. Ensuite de ça, on a la communication. Vous pouvez prendre le processus agile que vous voulez, mais la communication, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est super important. Nous, il y a 3 éléments qui sont super importants d'une bonne communication. D'un, la vision. 2, les objectifs. Et la rétrospective. C'est vraiment les 3 points les plus importants. Ensuite, souvenez-vous que les outils, dans le fond, c'est vraiment juste un moyen, ce n'est pas une fin. Essayez pas de corriger les problèmes avec les outils, essayez de corriger les problèmes avec les pratiques, puis des principes, puis dans le fond, une meilleure vision. C'est vraiment, les outils sont là juste pour vous aider après. À chaque fois qu'il y a des bons coups, des bonnes choses, récompenser, c'est toujours bon, dans le fond, pour aider à la motivation. Dans le fond, quand on fait du conditionnement, on peut punir, mais on peut aussi récompenser. Puis ça aide beaucoup, dans le fond, à aider les équipes à aller de l'avant. Puis finalement, adopter une approche scientifique. Dans le fond, mesurer avec vraiment, utiliser, dans le fond, les principes de l'approche scientifique, parce que ça va vous donner les vraies mesures et le vrai pouls de votre équipe. Donc, avez-vous des questions? Oui? On est rendu près de 60 employés. Oui. OK, super. Quand je suis rentré, il y a 2 ans, on était 22, 23. Donc, on est rendu à 60 en 2 ans. Donc, on s'est dit, on a pris ce constat-là. Au niveau de l'équipe de développement, on avait déjà des petits signaux d'alarme, si on veut, puis on a retardé parce qu'on avait des grands projets, justement, à une pression élevée. Puis là, on a eu ce constat-là le début de l'année passée, donc on était peut-être rendu à quoi? 30, 35? Non, plus. Peut-être un peu plus, ouais. Ouais. Autre question? Oui? Oui? Oui, oui. Le comité que vous avez formé pour faire ça, vas-tu nous expliquer un peu comment vous l'avez formé et est-ce que c'est un comité permanent ou est-ce que c'était transitoire permanent? Dans le fond, le comité il a été formé par le CTO qui ont ramassé des gens dans un peu tous les départements, un peu dans le fond, faire une équipe multidisciplinaire. Fait qu'il y avait autant des sysadmins, des développeurs, des designers, il y avait un peu de tout.
Puis dans le fond, l'objectif du comité pour le moment, ça avait été de créer pour résoudre un problème sur le coût. Mais nous, dans le fond, avec tout ce qu'on a fait comme démarche, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des particularités importantes à conserver sur le long terme. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu pourquoi on a, dans le fond, le rôle d'un leader technologique qui est apparu par la suite. Puis le comité, on a réduit la fréquence. C'est à partir du moment où on a fait les recommandations et tout ça, mais on a quand même on parlait des fréquences de rétrospective. Là, on a quand même une rencontre mensuelle, finalement, à chaque mois pour se réunir, pour justement établir les prochaines étapes. C'est un processus qu'on ne peut pas arrêter, on n'a pas le choix. C'est une croissance continue, donc il faut revoir. Là. Mais le comité est là, les gens font partie encore d'une équipe, on a juste réduit la fréquence après la vision. Plein de questions. Oui. Oui, bien sûr. Nos leaders d'équipe, nos chefs d'équipe, finalement, là, oui, ils font partie d'un groupe qu'on appelle le G7. Donc, c'est nos leaders technologiques qui se rencontrent à chaque semaine. Donc, la fréquence est beaucoup plus rapprochée. Puis, ils partagent les bonnes pratiques. Puis, justement, l'objectif, c'est on veut les laisser faire leurs propres expériences, mais on veut, au final, qu'il y ait de la pollinisation croisée. Donc, on ne veut pas leur imposer des changements, mais on leur dit, vous avez maintenant une équipe, partagez vos bonnes expériences, puis adaptez-vous, finalement. C'est un modèle qui, pour nous, est beaucoup plus simple et évolutif que de rajouter des étapes de gestion, finalement. Ça dépend vraiment de l'équipe. Étant donné qu'on a des équipes sur des portions différentes dans l'application, il y a des gens qui sont dédiés. S'ils tombent en mode projet, que le projet est vraiment, vraiment demandant, ils vont faire que ça. Il y en a d'autres, on a vraiment questionné chacune des équipes pour voir c'est quoi chaque membre, finalement, chaque leader, on a dit c'est quoi ton ratio favori, finalement. On en a qui c'est du 2 tiers, 1 tiers, 50-50, puis on en a qui c'est je veux plus en faire, je veux plus faire de dev. Donc, finalement, ce qu'on a fait, c'est on n'a pas établi de maximum puis de minimum. C'est vraiment, si ton équipe est optimale, ça veut dire que tu fais ton travail. Puis c'est pour ça qu'on ne met jamais de métrique au niveau de la personne, parce que s'il ne code plus, bien, au final, il va dire je ne suis pas productif, je vais avoir des mauvaises métriques. Donc, ça reste au niveau de l'équipe. Ton équipe est optimale, ton rôle est bien accompli. Oui? Ça dépend vraiment du style d'approche puis du défi, dans le fond, que l'approche que j'essaie d'emmener dans l'équipe, c'est plus de motiver les gens à faire les changements et non d'imposer. Mais c'est certain que s'il y a un consensus à faire, éventuellement, c'est ma responsabilité de trancher, finalement. Ah oui, c'est vrai, je ne répétais pas les questions. J'espère que vous avez entendu. Il marche. Okay. Je voulais savoir, dans le fond, souvent le plus gros obstacle, c'est de faire changer les habitudes des gens. Est-ce que ça a été difficile avec cette nouvelle approche-là de faire changer les habitudes des gens? Est-ce que ça l'a comme... est-ce que le monde en parlant en mal au début ou est-ce que vous avez eu le buy-in de tout le monde facilement? Dans le fond, avec un peu le one-on-one qu'on avait fait, une des choses qui s'est passée, c'est qu'un peu tout le monde a réalisé qu'ils sont un peu tous dans le même bateau, puis que les changements qu'on essayait de faire, c'était pour leur mieux. C'est pas tout le monde nécessairement qui a changé facilement tout de suite, mais en même temps, on n'a pas non plus introduit le changement d'un coup. Maintenant, ça fonctionne comme ça. Dans le fond, on est allé graduellement, dans le fond, à définir les rôles, puis remettre les équipes en place, mais après, on a introduit des outils qui allaient les guider dans la bonne direction dans les nouvelles démarches qu'on allait mettre. Puis, graduellement, dans le fond, on attendait plusieurs mois avant d'aller faire un prochain changement parce qu'on s'adapte dans une certaine durée. Donc, ce n'est pas toutes les équipes qui sont adaptées à la même vitesse. Il y en a des que ça a été un peu plus rapide que d'autres, mais dans le fond, il y a quand même une adaptation graduelle qui se fait, puis on essaie, dans le fond, de rajouter de plus en plus de choses pour les guider dans la bonne direction. Si un membre peut appartenir à plusieurs équipes, idéalement non, dans le fond, parce que la vraie force, c'est d'apprendre à travailler entre eux, dans le fond. Les individus apprennent à travailler entre eux, puis ils vont être forts là-dessus. Fait que si ça se retrouve à avoir besoin, dans le fond, d'avoir besoin d'une personne qui va travailler sur plusieurs produits, bien, ça se ramasserait avec plusieurs produits qui vont être dans la même équipe à la place. Donc, pour essayer de garder ce noyau de cohésion-là, puis
conserver ça. Parce que s'adapter à 2 équipes en même temps, c'est beaucoup plus difficile pour cet individu-là, donc ça ferait prendre beaucoup trop de pression. Et on essaie vraiment de garder une personne dans son équipe. Puis on a essayé de formuler aussi, on l'a essayé parfois, on a essayé de faire un concept de SWAT team où on sortait des gens de toutes nos équipes, on sortait un membre de chacune des équipes, puis on essayait de les mettre sur un projet à un mois. Ce projet-là a super bien été, mais tous les autres projets ont été déséquilibrés finalement parce que tout le monde a dû se réadapter. On parlait des 4 niveaux, là. On a descendu d'un niveau, tout le monde a dû se reprogrammer finalement, fait qu'on ne veut pas le refaire. Oui? Oui. Pouvez-vous donner des exemples de métriques concrètes que vous mesurez? Oui, certainement. Les tableaux sont en évolution, je peux reculer. On a des métriques au niveau du nombre de billets. Donc, notre objectif, c'était d'avoir un pont entre notre département du soutien à la clientèle et notre équipe de développement. On voulait voir s'il y avait des frictions entre les 2 départements. Donc, ce qu'on a mis, c'est le nombre de billets de chacune des équipes. Donc, on a réparti des lignes de services automatisées. Ce qu'on fait, c'est que dès qu'il y a une demande de soutien qui est soulevée, il y a des catégorisations, puis c'est réparti automatiquement dans la bonne équipe. Fait qu'on est capable d'avoir une métrique pour savoir le nombre de billets à résoudre, finalement, le nombre de clients qui veulent du soutien. Puis, opposé à ça, la métrique qu'on a mise, c'est le burn down chart, finalement, c'est la livraison de la qualité. Donc, ça, c'est nos métriques du développement. On a des métriques sur le lead time, donc le temps de développement, pour voir si une équipe travaille avec un long cycle de développement ou un cycle plus court. On a d'autres départements aussi qu'on a ajoutés. Donc, on a des métriques de vente, on a des métriques au niveau du nombre d'utilisateurs. Donc, c'est super motivateur pour nos développeurs de voir qu'on est rendu, par exemple, à 20 000, 30 000 utilisateurs. Donc, ça, c'est des métriques qu'on a ajoutées. Une dernière question. Okay. Par rapport au leader technologique, entre les équipes, est-ce que la technologie est quand même homogène ou est-ce qu'elle diffère? Et est-ce que les leaders technologiques essayent de tendre vers la même technologie ou ils sont libres vraiment il y en a un qui part avec Oracle puis l'autre part avec SQL ou whatever? OK. Le choix technologique, on essaie de le rendre le plus libre possible. Donc, justement pour éviter que ce qui s'est passé dans le passé où ce que les gens choisissent une technologie pour toute l'application, parfois c'est le mauvais outil pour répondre à un besoin, donc on laisse le choix au final. Mais par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est de fournir le terme français de boilerplate, des gabarits, si on veut, pour leur donner plein de modèles de solutions possibles. Donc, ils ne repartent pas de zéro parce que finalement, tout le monde aurait du learning à faire, là. Ce qu'on fait, c'est qu'en tant qu'équipe d'évolution et leader technologique, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des gabarits, puis on dit, si tu as des problèmes à résoudre, tu peux l'explorer avec cette technologie-là, puis voici un exemple concret, comment ça peut s'appliquer. Il ne repart pas de zéro, là, il ne refait pas les recherches à chaque fois. Fait qu'on guide vers plein de technologies, mais on impose le moins possible, finalement. Donc, ce serait tout.